Bonjour Sébastien. Du coup, on se Bonjour voit une Violette. seconde fois, excuse-moi, bonjour, une seconde fois pour un podcast également sur les rêves. On avait déjà fait un premier podcast assez globalisant. On a parlé de plein de choses, de Jung, de Freud, de cauchemars, de rêves prémonitoires. Là, aujourd'hui, ce second podcast qui va être hebdomadaire, on va parler des rêves communs, les rêves courants. Euh, Comme la dernière fois, premier élément, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur les rêves communs? Ouais, donc pour rebondir sur ce que tu dis, on va essayer de rendre nos échanges hebdomadaires de manière à faire en sorte de pouvoir communiquer un maximum sur ben voilà, ce que les rêves nous révèlent, en passant par différents biais explicatifs. Alors ouais, le but du jour, c'est de mettre en avant quelques exemples types de rêves communs. Quand je dis communs, ça veut dire qui apparaissent manifestement dans une forme générale, de façon plus ou moins récurrente chez les gens. C'est l'idée du jour. Et en fonction de l'époque dans laquelle on se trouve plongé, il y a des enjeux qui sont communs à tous, des enjeux, je dirais, existentiels. On veut tous être heureux, on veut tous réussir notre vie, et des impossibilités, je dirais, ou des difficultés environnementales dans le contexte, l'atmosphère, qui génèrent beaucoup de frustration, qui génèrent beaucoup de sentiments d'échec, de sentiments de déliaison par rapport au monde. Et donc, le but, c'est vraiment qu'on puisse aujourd'hui essayer de recenser quelques rêves types, donc quelques situations oniriques qui manifestement mettent en éclairage ben, les problèmes de déchirement, je dirais, identitaire auxquels on assiste, qui, selon moi, correspondent, je dirais, aux prémices d'une modification identitaire, d'une évolution identitaire. Et c'est ce bouleversement dans l'âme, ce déchirement que je viens d'évoquer, pour moi, il est révélateur d'un besoin de transformation. Et il n'y a pas en général de transformation favorable sans qu'il y ait au préalable ben, de grandes difficultés, de grandes douleurs, de grands arrachements. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse un recensement, ou plutôt qu'on navigue à travers, je dirais, des images oniriques fortes et parlantes auprès des gens, pour se rendre compte que ce qui a cours individuellement, c'est-à-dire ce qu'on vit notamment dans nos rêves et dans nos émotions en général, correspond à une réalité globale, d'accord, à un contexte socio-psychologique, je dirais, actuel, plus ou moins inédit, de manière à tenir le coup face justement en difficulté et s'imaginer aussi, enfin comprendre pourquoi il y a une redondance de situations, de rêves sur lesquels on va revenir ensemble. Donc on va essayer point par point de décortiquer du coup des, des situations dont on peut supposer que pas mal d'entre nous l'avons vécu. Et à travers ça, bah, naviguer dans, je dirais, les eaux profondes de nos inconscients pour mieux essayer inévitablement d'améliorer ben voilà, notre conscience, notre identité et nos aspirations et tempérer peut-être nos frustrations. Ce sera un peu l'un des buts d'aujourd'hui. Du coup, par exemple, les rêves communs, c'est des rêves qu'on a tous plus ou moins faits et qui sont liés à des problématiques existentielles générales, on va dire assez communes également. Ça peut être l'amour, ça peut être, je sais pas, Ouais, voilà, l'instabilité, le manque de sens, des choses comme ça. exactement. L'idée qu'il faut qu'on évoque d'emblée, c'est que l'âme est une unité, je dirais qu'il y a deux aspirations. D'accord? Une aspiration immanente, c'est-à-dire qu'elle veut se réaliser dans le monde, dans l'immédiateté des possibilités temporelles, par l'amour, l'honneur, la réussite, le social. Donc ça, c'est des besoins immanents, on dira, de l'âme, qu'on nomme anima. Je vais y revenir après certainement. Et il y a les besoins dits transcendants, où là, on touche à des catégories de l'absolu. Ça veut dire une volonté d'amour qui peut être supérieure à celle qui relève du simple besoin affectif. Et là, on est dans des catégories, je dirais, métaphysiques. Le besoin d'absolu peut parfois, et d'ailleurs se cherche souvent dans le relatif, mais en général n'aboutit pas à ce à quoi il aspirait, je dirais, en germe, quoi. C'est-à-dire que la déception, notamment dans le couple, relève du fait qu'on cherche l'infini dans le fini, par définition. Et l'idée, c'est que il faut examiner la façon dont, je dirais, la psyché se fragmente, c'est-à-dire notre conscience, notre âme se fragmente au regard des difficultés auxquelles elle se confronte, des désillusions qu'elle cumule, et on va y revenir fortement, et de quelle manière le rêve nous permet de comprendre finalement pourquoi il y a cette division en nous, ce désespoir parfois qui est la conséquence de l'impossibilité de toucher du doigt le transcendant dans l'immanent, et Dieu sait que notre système, je dirais, symbolique moderne, pas celui qui est intrinsèque, que j'associe à l'inconscient collectif, je vais revenir là-dessus aussi, mais celui qui est
créés artificiellement par le monde capitalistique, à savoir essayer de nous attirer vers la consommation par le biais d'images qui renvoient à l'absolu. D'accord? Du coup, je me permets juste, on Oui. en avait parlé, c'est vrai, un petit peu la dernière fois, mais dans notre âme, il y a l'anima immanent, l'anima transcendant. Parfois, on confond, on va dire, un peu les deux, on cherche l'un à l'aide de l'autre. C'est Voilà, ça? c'est ça. En fait, Søren Kierkegaard, qui était le premier philosophe existentialiste chrétien, et vraiment existentialiste, disait que finalement l'homme est une synthèse de fini et d'infini. Sous-entendu, on est de chair et d'os, donc constitué de façon charnelle, et donc il y a des besoins qui relèvent de l'autopréservation, donc la peur, la survie, mais contenu à l'intérieur de ce paquet organique, une âme qui aspire à des liaisons supérieures, à la justice, à l'amour, à l'absolu. Et c'est cette confusion, cette dualité qui génère souvent des désarrois. Et disons que le rêve met en avant les investissements du coup de l'âme qui conduisent à ce que dans l'immanence, ça veut dire dans les choix concrets du quotidien, il y a déception, il y a déboire et parfois même désespoir. Et il met en avant aussi, on va y revenir, les possibilités objectives de faire en sorte que les besoins d'absolu puissent progressivement s'établir et prendre place, pardon, dans cet espace, je dirais, courant, dans lesquels on a tendance parfois disons, à s'enfermer démesurément. Donc je répète, l'idée c'est que le monde tend à nous encourager à chercher l'infini dans le fini. Le rêve nous dit attention, tu cherches dans le relatif l'absolu. Et si tu continues à maintenir un espoir disproportionné là où il doit y avoir un investissement relatif et proportionné, alors ton capital affectif, ton capital émotionnel, tu vas l'user jusque peut-être ne plus pouvoir en disposer pleinement. Et après, c'est ce qu'on voit souvent, dépendre, je dirais, d'artifices consistant à générer par le biais de drogue ou alcool des hormones pseudo, on va dire, extatiques, des cocktails hormonaux par le biais du coup de stimulation corporelle, qui viennent pallier à la déception, je dirais, de l'investissement qu'on a fait, même petit, ou pour le dire simplement, quand on est petit, on a tendance à supposer que la vie d'adulte sera à la hauteur des désirs qui commencent à naître et qui se limitent simplement à la découverte des sens, par définition. Et alors, on va imaginer devenir tel ou tel héros. On a besoin de ces figurations, je dirais, d'idéal héroïque pour pouvoir aller vers l'avenir quand on est enfant, souvent. La princesse pour la petite fille, ou on va dire, Je me oui, permets, je reviens un peu sur les rêves parce que c'est vrai que là, tu as dit plein de choses par rapport notamment aux déceptions amoureuses. Toi, ce que tu dis par là, c'est qu'on va projeter énormément on va avoir énormément de projections sur notre couple, par exemple, notre copain ou mhm, notre copine ou notre mari, je sais pas. Alors que il faudrait aussi avoir des projections sur quelque chose peut-être de plus spirituel, de transcendant, c'est le terme que ouais, tu as utilisé. voilà, mais c'est Comment ça, inévitable. tu le vois dans les rêves? Mhm. Par exemple, tu as expliqué une première chose que il y a une déception amoureuse ou il y a un rééquilibrage, on va dire, à faire. Comment tu le vois ça dans les rêves? Bah, je le vois pour une raison simple. Je vais donner un préambule pour comprendre et après je vais te dire quel type de rêve je vois qui fait état de tout ça. Et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. En réalité, on ne peut pas éviter les projections. La première partie de la vie, dans l'ascension biologique et identitaire, il faut faire des projections. Il faut miser sur l'avenir, miser sur les gens, les relations sociales, amicales, sentimentales. Et cette projection nous permet de nous rattacher au monde. Seulement, il faut opérer ensuite une introjection. Ça veut dire, évidemment qu'il y a déception, il faut retirer le surplus d'espérance qu'on a mis démesurément sur quelqu'un ou quelque chose, parce que cette chose peut pas être à la hauteur de ce qu'on a, ou ce quelqu'un, de ce qu'on a investi, parce que il y a une contenance, je dirais presque illimitée d'aspiration métaphysique qui vient je dirais, se heurter ou s'investir dans une personne ou quelque chose qui ne peut pas renvoyer l'attente qui est dedans. D'accord? Première partie de la vie, c'est une projection. Seconde partie de la vie, c'est une introjection. Jung disait qu'en réalité, la première partie de la vie consiste à conquérir le monde, la seconde partie de la vie consiste à se conquérir soi. C'est-à-dire, on est parvenu à se distinguer socialement grâce à ce qu'on a développé comme vertu, comme talent, comme compétence. Ensuite, ça devient insuffisant et cette puissance-là demande toujours d'être nourrie par une diversification sexuelle, sentimentale, économique. Et alors, je dirais, on sombre dans le quantitatif à défaut d'avoir pu maintenir le qualitatif. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on doit aller en nous-mêmes, faire face à tous ces refoulements, ces déceptions,
pour trouver derrière, je dirais, cette somme de frustration et je dirais comment je pourrais dire ça, de douleur cumulée par déception, un petit trésor identitaire d'autonomie qui nous fait nous conquérir soi après avoir tenté de conquérir le monde. Donc c'est normal qu'il y a deux phases de vie, plus ou moins. Maintenant, pour répondre à ta Ouais. question, oui, dis-moi. Toi, ce que tu proposes, c'est du coup réussir à partir dans cette seconde phase de vie grâce aux rêves notamment. Ouais. Mhm. Est-ce que c'est ça ce que Jung appelle le processus d'individuation? Exactement. L'individuation, c'est essayer de trouver son individualité, je dirais, la plus personnelle et la plus unique, tout en faisant en sorte qu'elle s'inscrive aussi dans la réalité collective. Il ne s'agit pas, comme le fait parfois le développement personnel, de se distinguer de façon idéalisée, à croire qu'on est un être de lumière, du coup, qui est distinct de ce monde-là et qui a vocation, du coup, à s'extraire du monde parce qu'il est trop pur et hypersensible, mais plutôt de trouver en soi-même du coup l'élément distinct le plus, je dirais, favorablement marquant, c'est-à-dire qui te donne un sentiment existentiel spontanément favorable. Et ce que je veux dire par là, c'est que chaque organisme vivant, du coup, a un tropie. Ça veut dire qu'il est contenu en lui un potentiel d'accroissement spécifique. La plante va devenir, la graine va devenir plante, à son tour bourgeon, à son tour fleur et puis fruit. L'idée, c'est que chaque individualité, telle qu'elle se présente à nous, qui est unique dans le temps et dans l'espace, contient cette potentialité-là. Et elle doit à la fois la développer, je dirais, par ses facteurs intrinsèques et en même temps l'adapter, possiblement, aux besoins du monde objectif. Donc pas nier le monde pour s'idéaliser soi et pas se fondre dans le monde pour se nier soi. Et donc l'individuation, ça consiste à ça. Et le rêve, pourquoi il est prépondérant? Parce qu'en réalité, c'est très difficile de gérer l'entreprise qu'est la conscience en tant qu'adulte, tellement elle est submergée de nécessités et d'injonctions. Injonctions familiales, sociales, identitaires dans le sens maintenir sa posture, sa crédibilité esthétique, économique, relationnelle. Et donc le rêve intervient comme étant l'espace de révélation de tous ces surplus, par définition, ces investissements répétitifs qui génèrent le même type d'angoisse ou le même type de frustration. Et donc, à partir du moment où simplement on comprend effectivement que j'ai rêvé de telle personne, on va revenir après là-dessus, dans telle circonstance, et que elle s'avère être cette personne dans le rêve oppressive, blessante, ou au contraire satisfaisante, il peut y avoir une démonstration de cette interdépendance créée qui doit tendre vers, je dirais, une neutralisation au départ, pour ensuite chercher à l'intérieur, en toute autonomie, par un réenracinement psychologique et spirituel, ce qu'on cherchait désespérément à l'extérieur et qui nous conduit à un rapport d'interdépendance malsain pour le coup. D'accord, je vois. Et du coup, oui, c'est vrai que tu voulais parler des rêves. Comment on le voit? Est-ce que tu as un exemple de rêve par rapport à ces projections sur de l'anima transcendant, immanent, Oui. choses comme ça? Alors, je répète aussi, je reprécise que pour l'homme, du coup, la partie d'âme refoulée s'appelle anima. On a vu qu'elle est soit immanente à la recherche d'une satisfaction dans le monde, ou transcendante à la recherche de satisfaction, je dirais plutôt métaphysique. Et pour la femme, c'est animus. Donc c'est un principe commun à l'anima, mais qui sera aussi tout aussi immanent et transcendant que peut l'être l'anima par définition. Donc l'exemple de rêve récurrent auquel je fais face. Alors je vais essayer de donner pas un rêve spécifique, mais une catégorie de rêves qui se manifeste régulièrement. Des personnes entre 30, on va dire, et 50 ans. Il se trouve que on a, pour beaucoup, pour la majorité des personnes, eu ce qu'on peut appeler un premier amour correspondant durant l'adolescence ou l'âge adulte jeune à cette promesse renouvelée d'un paradis perdu. On sait que du coup, chez Freud, il y a la dimension du complexe d'Oedipe consistant à vouloir retourner dans le ventre de la mère et tuer le père pour y parvenir. Ma conviction, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de dimension libidinale précoce chez l'enfant tel que lui le décrit, mais qu'on veut retrouver une unité perdue, un exclusivisme, parce que dans le ventre de la mère, on est exclusif, et que du coup, pour un homme, être aimé par une femme, c'est redécouvrir cette exclusivité au sein du monde. Cette femme-là même, elle me distingue comme étant quelqu'un de pourvu de qualité, qui justifie le fait qu'elle m'aime, et donc je retourne symboliquement dans le ventre de la mère, mais dans celui du monde au sein duquel j'ai été moi-même, je dirais, mis en valeur, et et je parviens à avoir la sexualité, l'intensité passionnelle, la tendresse, qui est du coup un retour à l'unité perdue, on pourrait dire. Et donc, le premier amour, c'est ça. C'est du coup ce retour, d'ailleurs on dit bien tomber amoureux, comme on pourrait dire
On pourrait dire tomber malade, ça veut dire en gros tomber dans une forme d'inconscience, exactement comme on tombe quand on est inconscient dans le ventre de la mer en fait. On est sécurisé et pris par une chaleur, je dirais, affective, débordante, et comment je pourrais dire ça, et ouais, exclusiviste à proprement dit. Et pour revenir du coup sur la question des rêves récurrents, bah souvent c'est des rêves de personnes de 30 à 50 ans dans lesquels se trouve le premier amour. D'accord? Et le premier amour, alors il est souvent distinct, ça veut dire il est souvent lointain, c'est-à-dire il est plus si potentiellement, je dirais, envisageable que ça, parce qu'il y a eu des relations entre-temps, peut-être parfois des mariages, et dans des moments conflictuels, dans des moments de difficultés relationnelles avec le conjoint, eh ben, il y a ce rêve-là, bizarrement, du premier amour. Et la signification globale, hein, parce qu'il y a évidemment énormément de nuances à apporter, parce que des spécificités intrasubjectives, ça veut dire personnelles, qu'on ne peut pas nier. Je déteste faire des catégories du coup rationnelles des symboles parce que c'est vraiment quelque chose qui renvoie à un scientisme, pour moi, comment je pourrais dire ça, onirique qui n'a pas de valeur. Il faut toujours appliquer le symbole dans le contexte subjectif et il a des variations par conséquent. Et donc pour revenir là-dessus, bah, souvent ça signifie qu'en réalité, il y a évidemment une intensité passionnelle qui s'est amoindrie avec le temps, ce qui est normal, parce que on ne peut pas maintenir la passion longtemps. Et du coup, il y a une espèce de vide qui se crée. Il n'y a plus que les responsabilités et l'engagement avec le conjoint qui, du coup, déterminent la relation, bien que ça ait de la beauté et du sens, et c'est nécessaire. Et il y a un déficit qui se crée. Un déficit, je dirais, existentiel, parce que quand on était amoureux, on se sentait complété, on se sentait enrichi de cette, comment je pourrais dire ça, de ce sentiment de valorisation et ce sentiment de ne faire qu'un. D'accord? D'ailleurs, c'est la phrase de Fabrice Lucchini, le problème du couple, c'est que ça consiste à faire qu'un, mais oui, mais lequel? Sous-entendu, au bout d'un moment, on peut pas tenir cette unité, et ça se transforme en rapport de force, par définition. Et donc, c'est ce retour à cette unité qu'on recherche. Et donc, les rêves dont je parlais là, que j'évoque, c'est des rêves de l'ancien conjoint, ou plutôt du premier amour, qui renvoient pas au besoin supposé de retourner avec, ce serait une erreur monumentale, mais de trouver, c'est une suggestion pour réactiver ce sentiment-là d'unité qui a pu s'exprimer que dans la passion amoureuse. Donc, c'est un appel. Trouve une voie. Profite, juste, j'ai une petite question. Là, par exemple, tu as parlé de l'anima, du complexe d'Oedipe, mais ça fonctionne aussi pour les femmes, ce que tu racontes là? Exactement. Les femmes, j'ai un cas de figure intéressant qui est pas enfin, un de mes patients ou de mes patientes. C'est quelqu'un dans un entourage plus ou moins lointain qui était marié depuis 40 ans avec une personne. Cette personne-là, qui est un militaire par ailleurs, cette personne, bon, la femme qui est mariée avec ce militaire-là a commencé à avoir du coup un sentiment assez pesant dans son couple, à savoir qu'elle voulait se séparer. Elle est partie voir une accompagnatrice, une psychologue, qui est plutôt orientée aussi vers les énergies et vers différentes choses que je réprouve pas, mais en l'occurrence le conseil qui a été donné pour moi est calamiteux. Il est le suivant, c'est que cette femme rêvait énormément du coup de son conjoint, enfin de son amour d'enfance, régulièrement. Et du coup, elle s'est convaincue par l'aide ou pas de la psychologue qu'il fallait qu'elle renoue contact avec cet homme-là, ce qu'elle a fait. Elle est partie le rejoindre dans une région en France qui n'était pas la sienne. Et elle a quitté son mari avec qui elle a 2 enfants, au bout d'autant d'années de relation, pour se mettre avec lui. Ça n'a pas loupé, un an après, ils sont séparés. Parce qu'en fait, Sur vraiment très direct du rêve, en littéraliste, fait. voilà, c'est en gros, Voilà. je rêve de lui. Ça veut dire que mon inconscient, si tant est qu'elle l'a appelé comme ça, en tout cas mon âme, réclame sa présence pour m'accomplir. Donc, je vais aller, du coup, le rejoindre. Or, le rêve disait pas ça, il disait, tu dois retrouver cet état d'unité qui a pu s'exprimer par le biais d'une projection de quelqu'un qui supportait la projection, à savoir le premier amour, et tu dois retrouver ça. C'est un parallèle, on pourrait faire avec, évidemment, la Divine Comédie de Dante, ou dans la Divine Comédie, où finalement Dante passe par l'enfer, le purgatoire et le paradis. Quand il arrive au paradis, bon, en enfer, il est avec Virgile, qui est du coup un poète, qui correspond à la figure du sage, qui le guide dans ce qui est son enfer, à savoir, ou l'enfer en général, les choses qui sont les complexes inconscients, on pourrait dire, les choses refoulées, les purifier, le purgatoire, pour aller ensuite au paradis, au sein duquel c'est une petite fille de 9 ans, enfin qu'il avait aimé quand il avait 9 ans, qui s'appelle Béatrice, qui le guide. Et évidemment, il n'y avait pas de relation sexuelle, mais c'est une relation pure dans le sens où il n'y a pas ces projections libidinales. Et donc, il y a toujours eu la conviction qu'il aimait cette femme-là, mais il aimait pas elle, il aimait ce qu'elle pouvait représenter comme pureté. Parce que s'il avait connu peut-être plus amplement, il l'aurait humanisée. Par conséquent, elle n'aurait plus pu supporter la projection idéalisante, par définition. Et Là, donc, par exemple, ouais, l'histoire de Dante ou de la patiente, la problème, enfin, en gros, il y a eu
l'ex qui a été pris en compte, mais c'est plus pour le symbole de l'ex que l'ex en Exactement. lui-même. Donc Voilà. c'est ce En qui fait, représente. il faut imaginer l'inconscient comme un scénariste qui va utiliser des personnages qui peuvent incarner des choses pour exprimer une idée au travers de laquelle la conscience peut parvenir à s'éveiller avec d'autant plus d'autonomie et d'autant plus, je dirais, de proximité avec l'absolu, que moi j'appelle Dieu ou l'archétype du soi chez Jung. Et donc, tout comme Béatrice guide du coup Dante au paradis vers du coup Dieu. C'est tout l'enjeu finalement de ce texte-là. Ou l'un des grands enjeux par définition. Et pour revenir à mon propos et la question que tu poses, oui, en fait, le rêve a utilisé nécessairement euh, des personnes avec lesquelles on a ressenti un espoir fort d'absolu qui, naturellement avec le temps, a été amené à diminuer au bénéfice des constructions rationnelles, empiriques et responsabilisantes que notre parcours nous impose. Mais en ayant quitté ces sentiments d'absolu ou cette possibilité, on s'est en même temps éloigné de notre anima transcendant. Et donc elle va revenir sous les traits, je dirais, affectifs d'une personne avec qui cet espoir et cette, je dirais, intensité, presque métaphysique, on pourrait dire, s'est manifesté. Donc le rêve l'utilise plus pour encourager à retrouver cet état-là, même si il ne faut pas le retrouver dans la passion amoureuse, parce que on sait bien naturellement qu'on ne peut pas retrouver les états émotionnels antérieurs, et c'est très infantile de croire que la deuxième partie de la vie doit correspondre à la première. C'est ridicule. Si, j'aime à dire souvent que, notamment pour les enfants, le plaisir et le désir changent tous les 5 ans. À 5 ans, on veut un bonbon, à 10 ans, on veut un jouet, à 15 ans, on veut une voiture, à 20 ans, on veut une femme, je sais pas. Et nous, arrivés à l'âge adulte, on diversifie pas je dirais, les projections de l'anima et les stimulations. Or, la deuxième partie, c'est une forme de sagesse. Dans la seconde partie de la vie, c'est une forme de sagesse qui devient nécessaire. Sagesse qui n'est pas seulement une espèce de posture de retrait moral, mais qui peut aussi être accompagnée d'une intensité émotionnelle consistant à vivre d'un amour spirituel, des choses qu'on cherchait dans l'amour charnel. Vous voyez, c'est ce transfert-là, je dirais, d'aspiration, et qui est bénéfique pas seulement du point de vue qui nous permet de ne plus être dépendant d'une libido, je dirais, régressive, mais qui nous procure les fondements, je dirais, d'un équilibre psycho-affectif qui permet de vivre l'amour en le donnant, en le partageant, plutôt que de l'attendre dans une intensité émue qui souvent conduit à un désarroi passionnel, ce que décrit d'ailleurs très bien Denis de Rougemont dans Amour et Occident, où il définit extrêmement bien ça, à savoir que quand on prend l'œuvre de Shakespeare ou d'autres auteurs, finalement, dont on pense qu'ils sont romantiques, mais c'est pas le cas, à l'arrivée, l'éros isolé du coup de agapé, qui serait l'amour religieux ou spirituel, finit toujours par se brûler les ailes. Et donc, pour revenir au rêve, le rêve d'un ex, lorsqu'on a un âge avancé, correspond la plupart du temps, un ex qu'on a aimé, hein, à cet appel de retrouver cet espoir, je dirais, métaphysique, par le biais d'une sagesse qui nous mènera vers un absolu qu'on est en droit d'espérer avant que la mort vienne nous atteindre. C'est l'idée générale. D'accord, donc oui, l'ex, c'est pas forcément négatif dans le rêve, au contraire, justement, ça peut nous montrer d'autres chemins. C'est vrai que c'est une problématique générale, je pense, la relation amoureuse dans nos vies au quotidien. Il y a d'autres problématiques et d'autres rêves qui sont courants dont j'aimerais parler aussi. C'est par exemple notamment tu vois, par exemple quand tu tombes, il y en a plein qui font ces rêves-là. Quand tu dis ces genres de rêves en public, il y en a tout le temps qui se reconnaissent un peu. Tu tombes ou tu te fais poursuivre, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça explique au niveau de la psyché? Ouais, alors souvent quand on tombe dans le vide spécifiquement, c'est souvent des rêves récurrents, ça correspond à la chose suivante. Et ça, je peux le garantir à coup sûr, encore une fois avec nuance, dans le sens où il y a des particularités personnelles qu'il faut pas omettre. Mais de manière générale, voilà à quoi correspond ce type de rêve. En fait, on est tous attachés à la vie. On a des prises à la vie, et c'est à quoi on est attaché, c'est sur quoi on a investi une part d'espoir. Un boulot, un couple, enfin une relation, même de l'amitié, enfin bref, tout ce qui nous rattache viscéralement et émotionnellement à ce monde. D'accord? Un capital investi. Et en réalité, lorsqu'il y a une déchéance, ça veut dire une situation qui nous arrache à cet attachement-là, alors quelqu'un nous quitte, on perd un boulot, on réussit pas une épreuve ou quoi que ça puisse être, scolaire ou peu importe, enfin universitaire, ou alors on est en conflit avec des amis, et du coup, d'un coup, les attaches qui nous tenaient dans ce monde, à la fois dans une forme d'interdépendance et en même temps dans une forme d'investissement et de liaison, bah, ils tombent. Enfin, ils n'existent plus. Donc on tombe. Et comme on n'a pas construit, c'est l'archétype du soi, du coup,
On ne s'est pas enraciné dans une certitude de soi par soi, pas de soi par la validation du monde et ses catégories, sociales, économiques, sentimentales. Donc en fait, quand on tombe dans l'identification, on tombe, en gros, si on n'est plus rattaché à des choses qui nous définissent, alors il y a un vide. Parce que du coup, on n'a pas su faire résonner derrière ce vide. Parce que derrière le vide, nécessairement, c'est là que se trouve, je dirais, l'espace d'enracinement le plus, comment je pourrais dire ça, le plus non seulement satisfaisant, équilibrant et autonome. Parce qu'on cherche la liberté et l'autonomie. Or, la réalité, quand les gens disent, moi je suis libre et je veux de l'indépendance, c'est totalement faux, philosophiquement parlant et psychologiquement parlant. Quelque attache qu'on puisse avoir avec le monde, que ce soit par l'achat immobilier, un loyer, le couple est toujours tributaire d'un tiers ou d'une personne qui permet de maintenir ce lien-là et qui a pouvoir de décider éventuellement de le briser. Donc on est toujours dépendant de la façon dont le lien nous maintient actifs et je dirais identitairement utile et normal dans le monde. D'accord? Et si du coup, il y a tout le temps ces projections et enfin, il y a tout le temps ces attaches, comme tu dis, et que je peux jamais être libre. Enfin, je veux dire, c'est une problématique. Là, tu es en train de me dire que du coup, quoi que je fasse, je serai jamais libre. Donc, il y a forcément des moments où, oui, je sais pas, par exemple, je peux perdre mon travail, des choses comme ça, où je vais tomber dans mon rêve. Mhm. Comment je peux faire pour éviter ça, ou du moins le vivre pas trop mal? Bah, c'est ça. En fait, l'idée, c'est la suivante. C'est la phrase que j'aime dire de Saint Paul. Là où le mal abonde, la grâce surabonde. Analysons cette phrase-là pour essayer d'en définir une réalité psychodynamique. C'est-à-dire, en gros, quelque chose qui psychologiquement a une vraie, comment je pourrais dire, réalité. Et pas seulement philosophiquement ou poétiquement, parce que c'est beau de parler de ce genre de choses. Mais la question qui se pose et que tu me poses, c'est est-ce que finalement, dans des situations de déréalisation sociale et autres, bah finalement, comment on peut faire c'est bien beau de se dire qu'il y a autre chose que ce que le monde nous encourage à conquérir, mais une fois qu'on le perd, on fait comment? C'est la question que tu me poses, parce que... Bah oui, et puis le rêve, là, il nous dit qu'on tombe, mais c'est bien, on tombe, mais est-ce que ça Ouais, nous apporte une et solution voilà. dans Et l'histoire? l'idée, c'est la suivante, c'est qu'en fait, ce qu'on cherche tous, finalement, c'est des certitudes. D'ailleurs, c'est ce qu'on construit toujours. On construit un cocon familial au sein duquel on espère qu'on sera aimé de façon inconditionnelle, avec certitude. Or, aujourd'hui, même ça offre plus de garantie. Notre conjoint peut nous quitter à tout moment, nos enfants peuvent être avec nous, je dirais, non reconnaissants et au contraire incriminants. Donc, on va se dire, putain, j'ai investi tout ça et à l'arrivée, boum, je me retrouve dans une situation critique où je suis discrédité. D'accord? Donc, comme on cherche une certitude, on cherche, entre guillemets, une sécurité absolue, on sait qu'on la trouve pas forcément dans les choix qu'on fait qui peuvent être rassurants à un moment, accomplissants à un moment, mais qui aboutissent certaines fois, ou souvent même maintenant, à l'heure actuelle, c'est une crise globale qui le démontre, aboutissent du coup à produire le contraire. L'insécurité, la frustration, le manque. Donc tout ce qui arrive là pour moi relève d'une transition nécessaire pour se enraciner justement dans quelque chose qui puisse être non pas nous dispenser d'être en lien avec le monde. Il ne s'agit pas de dire, bah voilà, moi je m'en fous des investissements que je peux faire normatifs dans l'insertion sociale et alors je vais être spirituel, on voit bien ça aujourd'hui, et constituer un espace de gens hypersensibles, divins, qui ne veulent pas fréquenter les gens chaotiques et ombrageux. Non, l'idée est la suivante, c'est qu'en fait, je crois qu'en réalité, on cherche souvent au devant de nos certitudes ce qui nous rassurera et ce qui nous qualifiera en définitif, alors que je crois, moi, que c'est derrière nos peurs que se trouve en réalité la chose qui peut au mieux nous réenraciner et au mieux nous sécuriser psychologiquement. Donc voilà, la vérité n'est pas devant nos certitudes, mais elle est derrière nos peurs. Donc si tu affrontes, d'ailleurs, c'est le cas de toute je dirais, l'épopée héroïque, mythologique, c'est chaque fois une entreprise consistant à faire face, nous on appelle ça des complexes inconscients, des peurs existentielles cumulées, et derrière ces peurs existentielles se trouverait une source, d'ailleurs, qu'on peut assimiler au Graal, qu'on peut assimiler du coup à des fontaines de Jouvence, ce symbole-là, qui fournissent à l'âme, du coup, qui nourrissent le Graal, du coup, qui le remplissent, d'un sentiment existentiel si puissant qu'il permet de relativiser par ailleurs les réussites ou échecs que nous serons amenés du coup à vivre. Mon idée est la suivante, et c'est un état d'esprit qui s'applique et en général, qui s'établit sur la durée avec ceux que j'accompagne, c'est qu'en réalité, il faut être assez confiant dans l'idée qu'il y a quelque chose d'autre que ce qu'on nous dit de produire pour que chaque réussite ne suscite pas un emballement
je dirais, démesurée, on voit bien la société, elle est forte construite là-dessus. Dès qu'on a une réussite quelconque, un permis, un diplôme, faut qu'on se réunisse, on a une maison, faut qu'on fasse une crémaillère. Mais fatalement, si on croit que c'est des réussites et des aboutissements définitifs, quand on les perd, alors là, ça sera en proportion égale quelque chose qui sera de l'ordre de l'échec définitif. Donc l'idée, c'est de réussir à relativiser les réussites pour ne pas avoir du coup à subir le côté absolu de l'échec. Et donc, en définitive, pour répondre à ta question, le démarche consistant par les rêves à œuvrer en soi, c'est retrouver derrière ce chaos, je dirais, odysséen, parce que c'est une odyssée dans ses propres peurs. Retrouver, je dirais, Pénélope, si on prend l'Odyssée, du coup, l'Odyssée d'Homère, c'est-à-dire cette âme transcendante, ou cet animus transcendant, qui nous attend encore, qui nous a laissé, du coup, œuvrer dans le monde pour conquérir ce monde-là, la retrouver, non pas pour la fuir en définitif, mais une fois qu'on retrouve cette plénitude, cette certitude, et ce sentiment, je dirais, existentiel, d'accréditation autonome et pas, je dirais, dépendant de critères, alors on retourne à ces critères avec un relâchement, avec une certitude que nous sommes. Et quand je dis nous sommes, ça veut dire beaucoup. On va dire je suis quelque chose ou quelqu'un. Je suis plombier, je suis avocat, je suis. Donc il y a toujours l'être qui est conditionné à une fonction. L'idée derrière dans l'individuation, c'est que l'être se déconditionne d'une approbation sociale, du coup, qui va nous rassurer, pour rentrer, pour pouvoir insérer, pouvoir faire en sorte que, moi c'est ma vision, que Dieu l'absolu puisse nous définir non pas en tant que, mais juste par l'être. Je suis. D'ailleurs, dans la Bible, Dieu se définit pour la première fois par je suis celui qui est. Ça veut dire qu'en gros, Dieu serait l'être détaché de tout qualificatif relatif à des critères de valorisation qui dans le temps changent. Aujourd'hui, trader, c'est magnifique. Il y a 200 ans, t'étais pendu pour, je caricature volontairement, mais pour du coup un rapport à l'argent et la spéculation si détaché. Donc, l'idée, c'est que voilà, être, ça, le but c'est l'être, et l'être se trouve derrière les peurs cumulées que nous avons du coup subies dans l'échec supposé que dans les vivre, sentimental, social, voilà. Et donc il y a quelque chose en nous qui souffre d'aucune modification d'état, qui s'appelle le soi, l'archétype de Dieu, et qui aspire à être non pas conquis, mais à être du coup approché par nous pour nous fournir, un peu comme dans les jeux vidéo quand on a un super pouvoir d'un coup d'invulnérabilité, pour nous fournir un sentiment existentiel déconditionné des critères qui nous maintiennent esclaves. Et donc derrière les peurs que les rêves nous encouragent à regarder en face, donc derrière le Minotaure, derrière du coup voilà c'est le dragon, il y a une princesse comme dans Mario qui elle et nous met en lien directement avec le monde, avec Dieu et l'inconscient collectif. Donc Jung disait que finalement l'anima transcendant, c'est la médiatrice des contenus de l'inconscient, c'est qu'elle nous conduit vers quelque chose d'essentiel, une essence, qui ne souffre pas, je dirais, de ce que nous, en tant qu'êtres, on affronte comme sentiment de déchéance, de vieillissement, de pourrissement. Et si on arrive à vivre ça, on subit plus l'outrage du temps et je dirais la fuite du temps, mais on l'expérimente avec une certitude existentielle renouvelée. C'est Donc là, par exemple, tu as donné plein d'informations, tu as parlé de d'éléments dans la psyché, notamment le soi. Donc tu me dis si c'est ça, mais en gros, dans la psyché, il y a le moi et à l'intérieur, tu as une sorte de noyau qui est le soi. Et l'anima transcendant, elle va indiquer, on va dire, où observer, c'est-à-dire vers le soi, malgré qu'il y ait ce que Jung appelle l'ombre, non, entre les deux exactement. pour justement partir vers cette individuation et les rêves aident à regarder dans cette Mhm, direction mhm. et juste et que notre identité sociale, ce qui nous appartient, des choses comme ça, ne définissent pas tout notre être. C'est ce que Exactement. tu veux dire? Ok. Et un exemple que j'ai en tête d'un rêve qui m'a été communiqué très récemment, où l'animus transcendant, ou qui peut être assimilé aussi à une figure de sage, par exemple, se manifeste, c'est souvent quand il nous encourage, j'en ai eu plusieurs comme ça, donc notamment de femmes, de jeunes femmes ou femmes plus âgées, à nous appuyer plus sur cette instance-là que la peur qu'on a dans le monde d'être mis en échec ou d'être dans le futur dans une situation d'inconfort et pire encore, je dirais, comment je pourrais dire ça,
d'échec total. Ok? Et il y a un rêve récent où quelqu'un qui a une estime pour un autre, une personne qui considère plus ou moins comme un sage ou quelque chose comme ça, donc comme quelqu'un pourvu de qualités supérieures, pas notamment, pas morale ni même, je dirais, concrète, mais simplement quelqu'un qui, pour cette personne, a des attributs de sagesse, de pondération et de capacité à faire face avec plus, je dirais, de recul au bouleversement du monde. Et lui, il peut occuper facilement, du coup, l'animus transcendant. Et cette personne rêve qu'elle est dans une classe dans laquelle elle effectue un cours avec cette personne. Et alors, il y a d'autres détails dans le rêve qui m'échappent, mais elle sent qu'il faut qu'elle s'appuie sur cette personne-là, alors qu'elle a aussi une peur, par ailleurs, autre qui est, du coup, de devoir sortir de cette classe et de faire face au monde qui n'est pas forcément totalement déterminé et axé sur ce que le sage enseigne dans le rêve. Mais là, le rêve, le sage et l'animus transcendant lui dit, enfin, l'encourage à se blinder au niveau psycho-affectif, symbolique, d'une certitude plus grande que ses doutes. Ça ne veut pas dire que tu vas effacer les doutes, c'est que les doutes ne seront pas assez forts pour te, disons, pour te déstabiliser radicalement. D'où la phrase que j'aime beaucoup de Gustave Thibon qui disait le doute est un poison pour la certitude, mais un remède pour la foi. Or, c'est bien beau la foi, et elle est prépondérante, mais elle doit s'incarner parfois ou se représenter par des figures qui, manifestement, en ont été l'incarnation ou la représentation. Donc le rêve là de cette jeune femme consiste à s'appuyer sur une figure qu'elle estime, qui peut du coup occuper l'animus transcendant pour l'encourager à s'appuyer sur les vertus qu'elle développe grâce à cette personne-là, sans se restreindre et sans idéaliser la personne, mais s'appuyer sur ce qu'elle incarne, de manière à s'en faire le relais et à bonifier sa certitude qu'elle est, indépendamment de ce qu'elle fait. Même si ce qu'elle fait compte, mais elle est indépendamment de ce qu'elle fait. Et c'est après là une explication théorique, mais ça a une incidence énergétique. Le but, c'est pas que ce que je dis soit intelligible, c'est le cas, ou cohérent et séduisant, mais ça réforme l'énergie psychique réellement, et ça conduit à une conscience plus élargie, une capacité plus grande de réception et de transformation des choses qui nous entourent. Oui, du coup, on est moins impacté aussi par le tumulte constant extérieur et justement le manque parfois d'approbation ou Exactement. Mhm. d'approbation sociale notamment. Je vais continuer un peu sur les rêves courants en général qu'on fait. Un rêve pareil qui parle souvent à tout le monde, le fait de perdre ses dents. Mhm. C'est, il y a toujours des gens qui rigolent un peu quand on parle de ça parce que ça parle. Ça veut dire quoi en général, même comme tu l'as précisé, chaque rêve dépend aussi de la personne, ça faut bien prendre en compte, mais en globalité. En globalité, si on essaie de s'aventurer dans une explication d'ordre très général, disons que si on réfléchit biologiquement, parce qu'il faut faire des liens parfois, des liens analogiques entre le biologique et le psychique, parce que le rêve nous révèle des nécessités psychologiques, spirituelles, on pourra dire, liées à notre âme, mais en s'appuyant parfois sur nos représentations biologiques et matérielles. Parce que c'est le meilleur moyen de transmettre un message en s'appuyant sur des catégories conscientes qui sont plus ou moins chez nous déterminées et en tout cas accessibles. L'idée que la perte de dents pour un enfant, c'est un symbole d'accroissement. Souvent, quand on perd nos dents, ça signifie qu'on est en croissance. Partons du principe que c'est pour les mêmes raisons, mais l'accroissement de l'âme spirituelle, pas l'accroissement du coup du corps. Et que le rêve utilise ce symbole-là pour définir, en réalité, souvent c'est dans une situation un peu difficile, que finalement la perte de dents correspondrait à la douleur dans la croissance. Et la douleur pour la croissance spirituelle. Donc perdre nos dents, souvent c'est un symbole de transformation, pas une transformation qui est voulue consciemment, mais qui est souvent, on va dire, effective pour des raisons de contexte. En gros, on perd quelque chose où il y a et ça nous fait grandir. Donc l'expérience, la vie nous touche et nous fait grandir, exactement comme la perte de dents biologiques est l'indicateur du fait qu'on grandit. Donc c'est souvent un accroissement spirituel ou psychique, un renforcement, ça peut être nuancé, ça peut être différentes choses, mais en globalité, ça correspond à ça. Donc oui, par exemple, ça va être une période de la vie plus complexe où, je sais pas, on a reçu une mauvaise nouvelle, on parlait, je sais pas, du travail ou même d'une maladie. Il y a des possibilités qu'on fasse un rêve comme ça où on perd nos dents, parce que justement, ça montre qu'il y a une difficulté, Voilà, mais qu'il y a possibilité d'évolution malgré la difficulté. exactement. Et c'est pour ça qu'il y a une confusion dans l'idée que rêver de perdre ses dents, c'est rêver de la mort. En fait, c'est vrai et faux. Les gens se disent, bah, quelqu'un va mourir autour de moi. Non, c'est que quelque chose, disons, dans ta vie, est en train ou va mourir
au bénéfice d'une autre. Comme l'accroissement biologique, c'est quoi? C'est le corps infantile qui laisse place progressivement au corps d'adolescent, par définition. Et donc, peindre ses dents, c'est laisser mourir, ou plutôt, la vie va faire mourir des choses par des chocs existentiels autour de nous, peu importe ce que c'est, au bénéfice d'un, je dirais, d'une espèce de, je dirais, d'endurcissement, ou plutôt d'élargissement de la conscience, grâce à la capacité à encaisser les transformations, donc à encaisser les morts successives sur le plan, je dirais, symbolique, existentiel, affectif. Et d'ailleurs, on sait que de toute façon, le corps se régénère tous les jours en laissant mourir des milliers de cellules au bénéfice d'autres. Donc c'est ça, mais dans probablement des périodes plus déterminantes, plus peut-être cathartiques, c'est-à-dire émotionnellement beaucoup plus marquées. Mais en général, c'est ça, c'est la mort de quelque chose au profit d'un autre, d'où la confusion entre l'idée que quelqu'un va mourir quand on parle aux dents. Non, c'est la mort de quelque chose en toi qui va normalement renaître sous une autre forme. Et en comprenant le rêve, tu peux optimiser parce que effectivement, si le rêve arrive, c'est qu'il indique une transformation. Mais du coup, il y a l'idée de transformer par la vie inconsciemment, ou plutôt, comme on propose nous, être transformé par la vie en conscience en participant activement à ce processus qui permet d'en optimiser les résultats par définition. Grâce du coup à l'interprétation de rêve, Mhm. Ouais. notamment. Ce qui est bien en plus, c'est comme tu racontes souvent, c'est des rêves qui sont vus comme assez négatifs par les gens. Souvent, ils se réveillent, ils sont pas Mhm. forcément bien émotionnellement. Mais en fait, de ce que tu dis, grâce à l'interprétation, malgré l'émotion qui est pas forcément, oui, positive sur le coup, on peut en faire quelque chose d'évolutif et qui nous permet d'avancer dans notre vie, en fait, finalement. Exactement. Voilà. Il y a un truc intéressant que je vais évoquer là, et j'essaie de faire une analogie, c'est qu'en fait, du point de vue de notre conscience, évidemment, la souffrance, les expériences sont indues, difficiles, euh, pesante et on espérait parfois en être dispensé. Du point de vue de l'ego et de la conscience qui tend à vouloir se préserver. D'accord? Par contre, si on part de l'hypothèse, je dis bien de l'hypothèse, qu'on a une âme sœur qui serait pas ce qu'on croit habituellement savoir quelqu'un qui nous attend quand même, mais c'est l'âme transcendante, c'est-à-dire cette partie d'âme qui est plongée un peu plus dans l'absolu qu'on ne l'est nous en conscience. Si on part de son point de vue, donc on change de point de vue, d'accord? Imaginez finalement que elle, nous, on serait un peu son avatar, d'accord? Comme quand on joue aux jeux vidéo. Donc moi, je prends une manette, je joue, et si par exemple, je sais que si je perds une vie en jouant, c'est pas grave, je pourrais recommencer une partie. Mais du point de vue de l'âme transcendante, nous sommes éternels. Par conséquent, les douleurs qu'elle vit sont comme au sein de l'épopée héroïque du moi qu'elle dirige, entre guillemets, ou qu'elle encourage à, comment dire, à se développer, sont comme des possibilités de transformation. Quand jeu vidéo, quand on voit notre avatar dans tous les sens se faire, je sais pas moi, heurter physiquement ou se faire blesser par quelqu'un ou peu importe, on se dit ah merde, du coup, enfin on se dit pas ah merde, on continue parce que c'est ce qui permet d'être un héros. Bah imaginez qu'en fait notre âme transcendante, c'est elle qui a les manettes, du coup il faut l'encourager à lui laisser, et que tout ce qu'on souffre comme difficulté sont autant de possibilités de devenir les héros de nos vies en fait. Je sais pas si ce que je dis est clair. Si, assez, parce que du coup, ça fait que les moments difficiles de la vie, en fait, au contraire, ils n'empêchent pas l'évolution, mais au contraire, comme tu as dit, les jeux vidéo, bah, souvent, on va battre un méchant, on va passer dans une autre Mhm. map qui est plus difficile parfois, mais qui est aussi plus, on y va plus fort ou Exactement. différemment. Et Exactement. en fait, oui, c'est un peu la même chose finalement, ce Voilà. qui est assez positif, je trouve, vu Mhm. comme ça, donc Et le c'est but, rassurant dans ce et le sens. but, c'est de réussir à hisser sa conscience dans, je dirais, cette dimension-là de l'animal transcendant, qui par le fait qu'elle sait qu'on est éternel, ne nie pas l'expérimentation, mais n'a plus peur de l'expérimentation, et nous fournit ce retrait de sagesse qui nie pas l'investissement, mais qui permet d'en produire, ou plutôt d'en modifier, je dirais, la peur viscérale qui nous conduit nous-mêmes à nous défavoriser dans la façon dont nous jouissons ou dont nous expérimentons simplement ce monde-ci. Donc voilà pourquoi l'analogie pour moi est toute trouvée. Le but, c'est se hisser à cet espace-là, je dirais presque bon, intemporel, ça va de soi, mais comment je pourrais dire ça, inébranlable, à partir duquel nous est rendu possible ce moi conscient qui, lui, semble être assujetti aux peurs et aux vicissitudes. Donc, voilà, renoncer globalement à l'exclusivisme du moi pour aller se transformer dans, je dirais, l'opposition à nos peurs, derrière lesquelles se trouve indubitablement et sans aucun espèce de doute cet espace absolu
qui peut véritablement nous fournir cet élixir de vie satisfaisant et réduire les peurs existentielles. En parlant de peur, du coup, je vais poursuivre un peu avec les rêves courants sur un autre exemple. Euh, Quand tu te fais poursuivre, c'est quand, oui, par exemple, je sais pas, tu rêves que tu es dans la rue, que tu te fais poursuivre par des gens, que tu te sens en danger, que tu t'enfuis. En général, Mhm. qu'est-ce que ça peut vouloir dire également? Alors, c'est des rêves qu'on recense beaucoup à l'âge adolescent et dans la première partie de la vie adulte. En général, en fait, c'est évidemment des peurs. D'ailleurs, on dit souvent que certaines peurs nous rattrapent dans le langage courant. Parce que par le fait de nos vies, on a été amené à avoir je dirais, des espaces comme ça d'investissement qui ont permis de masquer certaines peurs existentielles. Peurs qui reviennent souvent chez les gens sous forme de phobie, par exemple. Phobie, quelle qu'elle soit, du vomi, d'araignée, qui ont une explication souvent hyper intéressante sur laquelle je m'épancherai peut-être dans des futurs podcasts. Ceci dit, là, finalement, c'est la peur qui nous rattrape, donc on peut assimiler ça à l'ombre. L'ombre, c'est ni plus ni moins que la partie psychologique en nous qui n'a pas pu trouver une voie dans la conscience d'expression. Donc souvent, c'est des fonctions psychiques non différenciées, d'accord? Donc, il y a quatre fonctions, pensée, sentiment, intuition, sensation, dont une qui est particulièrement développée et une qui est particulièrement peu développée, à En l'opposé. fonction de chaque personne, ça dépend de Exactement. chaque personne. Ok. Voilà. Et donc, l'ombre, ça serait du coup cette partie-là qui veut nous rattraper, donc le rêve où on nous poursuit, parce qu'on commence à avancer sur un parcours où on définit justement une personnalité avec ses particularités. Et donc, on se dissocie progressivement de l'autre partie. Donc, si je suis quelqu'un qui est lié à la pensée, eh ben, mon ombre souvent va être associé au sentiment, donc quelque chose d'émotif, d'affectif. Et donc, du coup, bah, comme je commence à me différencier en tant qu'adolescent en me spécifiant sur une catégorie, plutôt un type psychologique, bah, comme je me différencie d'elle, elle me poursuit en fait. Et au départ, c'est une ombre qu'on connaît pas, ou c'est quelque chose qui nous poursuit. Et quand on va devenir adulte, l'ombre va prendre la forme, va prendre du coup je dirais l'image de quelqu'un qui a justement ce profil opposé, du même sexe souvent, et par ailleurs, pourvu des qualités ou des caractéristiques psychologiques différentes de celles du rêveur. Donc souvent, c'est ça, c'est ces refoulements antérieurs cumulés durant notre accroissement, du coup, d'enfants et d'adolescents, et cette fonction psychique non différenciée. Au départ, elle n'a pas de forme, comme les enfants, quand ils commencent à faire face à des monstres dans les placards, ce genre de choses. Ça, il y a d'autres explications hyper intéressantes que je pourrais éventuellement évoquer lors d'une prochaine séance. Tout ça pour dire que oui, on est poursuivi par des choses qui se détachent en nous, en fait. Parce que forcément, pour créer une personnalité, c'est comme quand on fait un choix. Un exemple très simple. Quand on fait un choix au restaurant, parfois sur une carte, on choisit un plat, un ami en commande un autre, et on se dit qu'on aurait dû commander celui qu'on n'a pas commandé, parce qu'il paraît tout de suite mieux. Donc on est un peu poursuivi par la pensée et l'image qu'il aurait été plus judicieux de choisir ce plat-là. Bon, ça, c'est dérisoire. Bah, imaginez ça à l'échelle d'une existence où on a spontanément et naturellement mis au devant de la scène une fonction psychologique et forcément abandonné une autre. Et c'est justement dans cette partie abandonnée qu'on va reconquérir la seconde partie de la vie, on va se remettre en lien avec cette partie-là, qu'on peut aller chercher l'élixir de vie. Exemple, parenthèse, qui pour moi est indispensable à souligner, c'est l'un des plus vieux mythes de l'humanité, qui est le mythe de Gilgamesh. Gilgamesh, du coup, qui est du coup un roi babylonien et qui, à la suite d'un rêve d'ailleurs, d'un rêve spécifique, va se mettre à la recherche de l'élixir de vie, c'est-à-dire en gros de l'éternité, parce qu'il a conquis le pouvoir terrestre, il en est repu, et finalement il va se mettre à chercher finalement par l'individuation inconsciente, ou plutôt par volonté d'absolu, du coup cet élixir de vie. Donc il va aller chercher l'eau, on va dire l'eau éternelle. Et lorsqu'il se met à chercher cette eau-là, il va tomber sur Enkidu, qui est ni plus ni moins que son ombre, une sorte de bête poilue anthropomorphe, du coup qui est son ombre non différenciée dans la forêt, du coup, avec lequel il va aller en direction de cet élixir de vie-là. Voilà un exemple concret d'une individuation consistant à non plus se laisser dominer par la peur qui nous conduit à des projets qui ont une efficacité, mais qui sont finalement du coup pas totalement satisfaisants, mais se retourner vers ces peurs, avec ces peurs-ci, donc qui correspondent au profil contraire et au refoulement cumulé, aller conquérir l'autre vie qui est derrière les peurs et pas devant nos certitudes. Et du coup, oui, derrière ces peurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le soi, c'est ça? Exactement, l'archétype du soi, selon Jung. Ouais.
Donc, par exemple, les rêves où on s'enfuit, ça montre que oui, il y a des peurs qui nous éloignent finalement plus ou moins de ce soi. Voilà. Et ces Qui... peurs-là, dans les rêves, elles nous poursuivent, c'est ce que l'on évoqué ici, mais dans la réalité, elles nous rattrapent. Ça veut dire quoi? Souvent, on s'étonne qu'au bout d'un moment, il arrive une situation dans nos vies conflictuelle avec qui que ce soit comme personne, et quand on analyse la situation de ce qui arrive moi en tant que thérapeute, on s'aperçoit qu'en réalité, cette peur-là, à l'état subjectif, à l'état psychique, elle a été fuie dans l'intériorité, et comme on l'a fuit, elle réapparaît comme une forme de synchronicité, comme une opportunité difficile d'y faire face dans la matière. Donc c'est un mal qui nous conduit à affronter des choses qu'on a nécessairement dû fuir parce qu'il fallait passer par là pour construire une conscience spécifique. Mais par la grâce de Dieu, le mal nous rattrape pour pouvoir retrouver Dieu derrière nos peurs, on pourrait dire. Le rêve nous aide à comprendre ça justement, qu'on est en train, par exemple, Exactement. de fuir nos peurs dans la Mhm. conscience et dans notre vie, on va dire, réelle. Ouais. Euh, Par rapport aux rêves courants, toi, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter, d'autres rêves courants, d'autres exemples que tu as en général, que tu as vus en thérapie? Bah, les rêves que j'ai en ce moment très récurrents, c'est des rêves du coup liés au conjoint précédent. Parce que souvent, bah, ce qui marque le plus du point de vue affectif, une âme et qui renvoie à la nostalgie, l'espoir, c'est évidemment le rapport à l'autre sexe. Et donc, bah, dans les rêves, il y a une omniprésence du coup des ex. Ça, j'ai pléthore de situations. Qu'il s'agisse d'ex connus dans l'adolescence avec qui on a noué ce premier lien intense d'amour, ou parfois même des ex, disons, plus récents quand on a 30, 40, 50 ans, avec lesquels on a produit cet espoir. Et même si ça n'a pas duré longtemps, parfois, bah, il y a une projection d'intensification et alors, on voit des contextes hyper intéressants et du coup, comment je pourrais dire ça, de démonstration de l'investissement qui n'aboutit pas, mais qui encourage à essayer de réinvestir autre chose. Un exemple concret que j'ai en tête là, qui vient de venir à mon esprit, c'est du coup un sujet d'une cinquantaine d'années qui est séparé depuis un moment, depuis longtemps de sa femme avec qui il a eu des enfants. Et il a des aventures avec qui ça se passe bien un temps et ça finit inévitablement dans les mêmes, je dirais, tracas et les mêmes incompatibilités supposées, les mêmes reproches. Enfin bref, tout ça pour dire que il y a eu un rêve intéressant qui est le suivant. Il est au travail et il est au travail avec deux collègues à lui qui manifestement, quand j'ai posé la question, ont les mêmes problèmes d'ensemble que lui. Couple instable, difficultés relationnelles, insatisfaction. Et ils ont un âge grosso modo dans la même tranche que celle du coup du sujet. Autour de 45-50 ans, dirons-nous. Et en fait, ils sont à trois et d'un coup, ils regardent à travers la fenêtre de leur immeuble et ils voient un autre immeuble dans lequel, du coup, se trouve une jeune femme. Une jeune femme qui est assise sur un fauteuil violet. Et lorsque je pose la question de savoir qui est cette jeune femme au sujet rêveur, n'oubliez pas qu'il est accompagné de deux personnes qui ont un contexte de vie semblable à ce moment-là, donc des alter ego on pourrait dire. Il me dit bah c'est une femme qui vient être embauchée à tel poste, on la connaît pas trop, mais elle dégage de l'assurance, de la gentillesse et de la puissance. Ce qui est parfait pour pouvoir être un support de projection de l'anima transcendant en dehors des ex de l'adolescence, dans la mesure où elle peut être idéalisée parce qu'elle peut pas, comme elle n'est pas trop connue, elle peut pas être humanisée parce que quand on connaît quelqu'un, finalement on l'humanise et on lui attribue des caractéristiques humaines. Tandis que quand on la connaît pas trop, qu'on la croise, elle peut supposément supporter une projection d'idéalisation, qui est l'anima transcendant par définition. Et donc, évidemment, elle correspondait assez à ça, dans un fauteuil violet. Et là, c'est passionnant, parce que je lui demande, mais quel est ce fauteuil? Il me dit, bah, c'est le fauteuil de chez mes grands-parents quand j'étais plus jeune. Et évidemment, là, on est chez Proust. Proust, quand il nous parle de la Madeleine de Proust, ce temps perdu, qui nous paraissait tellement pur quand on était plus petit et qui a disparu progressivement avec le temps au bénéfice d'un rapport plus productif et oppressant du temps. En réalité, cet espace-là, le canapé chez ses grands-parents, quand tu poses la question, c'est un espace de légèreté, de bien-être. Et du coup, évidemment, l'anima transcendant était assise dans un espace qui symbolisait pour lui le bien, la légèreté, l'indépendance et le non-souci, par définition. Donc, on peut parler aussi d'archétype du paradis perdu, un espace fondamentalement satisfaisant, équilibrant et déconditionné de peur. Et du coup, l'anima transcendant était assise ni plus ni moins que là, comme un appel pour s'y diriger. Voilà un exemple concret. C'est là qu'on voit aussi dans l'exemple de ton rêve qui est très parlant,
que chaque élément du rêve, par exemple le fauteuil, c'est pas n'importe quel fauteuil, la couleur, la femme, en fait, veut dire quelque chose de très spécifique au rêveur en Mhm, général. mhm. Et tu as utilisé le terme évidemment, c'était la femme qui représentait du coup l'anima transcendant. Et c'est vrai que tu as fait une formation gratuite pour apprendre l'interprétation des rêves, au moins Ouais, les rudiments, pour que ouais. justement ça devienne une évidence un peu Ouais, donc j'ai pour fait les en sorte rêveurs de que ça créer intéresse. voilà, une formation avec mes collaborateurs gratuite qui est vraiment une initiation globale pour pouvoir appréhender les symboles de façon cohérente tout en supposant et en ayant en tête qu'il s'agit de les articuler intuitivement en prenant en compte l'espace unique, subjectif de chaque individu. C'est pas du tout, quand on fait une formation, je dirais, empiriste, dans le sens où on apprend quelque chose et quand on l'applique dans l'expérience, et ben du coup, elle relève toujours du même résultat potentiel. Là, non, là, c'est apprendre vraiment les symboles pour naviguer dans son inconscient personnel et espérer pouvoir un jour naviguer dans l'inconscient collectif au sein duquel se trouvent des trésors énergétiques qui viennent nous permettent de nous rassurer quant du coup, aux soucis quotidiens qui, par le poids par le poids moderne du coup de notre société, finissent par nous asservir et par nous déborder littéralement. Donc, la formation gratuite est intéressante. Elle permet d'avoir des rudiments initiatiques vraiment, vraiment, vraiment intéressants. J'encourage tous ceux qui écoutent la vidéo à se la procurer, d'autant qu'elle est gratuite. Merci. Moi, en général, là, sur le rêve courant, on a fait un gros point. Si les auditeurs ont des questions en général ou même des sujets qu'ils veulent aborder spécifiques, parce que c'est vrai qu'on a parlé encore de plein de choses, de plein d'auteurs de plein d'éléments de la psyché, qui n'hésitent pas justement pour qu'on fasse d'autres podcasts pour éclaircir ces points-là. Et si tu veux dire un dernier mot. Non, bah, simplement, j'insisterai encore une fois sur la prépondérance de ce qui se passe à l'intérieur de notre être. Alors évidemment, on vit dans un monde où ça devient quelque chose de reconnu, à savoir se développer par le biais je dirais, de pensées alternatives, philosophiques, psychologiques, religieuses. Tout ça est très juste, mais moi j'insiste pour dire que le seul message qui est créé par vous, pour vous, spécifiquement, vous aider à vous émanciper et à faire accroître en vous la partie d'éternité dans la temporalité et le rêve. C'est le seul qui est fait pour vous et qui vous permet de comprendre le moindre recoin de qui vous êtes, de qui vous pouvez devenir et de ce que le monde peut attendre de vous, tout en ne vous, je dirais, en ne vous vautrant pas dans le monde et tout en ne faisant en sorte de ne pas s'isoler du monde. Voilà le compromis. Et en faisant en sorte d'incarner toujours Dieu un peu plus en nous, c'est ma vue. C'est la phrase de Saint Irénée de Lyon, sur laquelle je vais terminer, qui disait: La gloire de Dieu, c'est la vie de l'homme, et la vie de l'homme, c'est la vue de Dieu. Donc donnez vue à Dieu et vous n'aurez plus peur. Voilà la conclusion. Merci à tous. Salut Violette. Salut!